Très bien, bonsoir à tout le monde. Nous sommes donc le 4 juin 2026 et nous sommes à la dernière séance du séminaire sur l'amour. La dernière séance que nous allons reprendre sur la question du désir de l'analyste. Pour terminer, je vous avais dit que la dernière fois, nous n'avions pas terminé ou je n'avais pas terminé. Donc, sur le désir de l'analyste, reprenons et terminons. Lacan fera du deuil de soi-même la condition de possibilité de mise en acte de ce désir, le désir de l'analyste. L'analyste, c'est une fonction analyste, pas d'ontologie de l'analyste, pas d'être de l'analyste. Le moi, monsieur, je suis psychanalyste est une grosse sottise énonciative. Pas d'être, une fonction, sujet supposé savoir, un support, un semblant d'objet petit a. Si on forme des analystes, c'est pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux le moi soit absent, dit-il dès le 15 mai 1955 à son séminaire Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Ce que je viens de citer, c'est donc une phrase de Lacan. Très tôt, 15 mai 55. Mais pour qu'il y ait de l'analyste, il faut aussi un désir de savoir qui lui soit à un moment ou un autre venu. Certains ont dit une pulsion de savoir, quelque chose qui pousse, voire qui tire au savoir, inéluctablement du côté du savoir. Comment ce désir de savoir peut-il advenir pour un sujet tout occupé, presque jusqu'à la fin de son analyse, de la question de son propre désir en tant que sujet, et qui plus est, sujet sexué? Il faut dire que le désir de savoir vient quand tombe, quand chute l'horreur de savoir, qui est le nom freudien de la castration imaginaire. L'horreur de savoir s'inverse alors en cause. Le désir de savoir n'est donc pas un idéal et il ne s'adresse pas plus à une connaissance qui s'enseignerait qu'à un savoir servant à dominer la jouissance. Il ne consiste pas non plus à se mettre à la place de l'inconscient, ni d'ailleurs à distance de celui-ci. C'est un désir qui s'origine plutôt d'un trou dans le savoir, rencontré dans l'analyse, à partir de la finitude du symbolique et du serrage d'un impossible. C'est impossible, l'inégalité du sujet à toute subjectivation de sa réalité sexuelle, c'est la phrase de Lacan, je répète, l'inégalité du sujet à toute subjectivation de sa réalité sexuelle, donc dit Lacan, est ce qui fait comme tel point de butée dans une analyse poussée jusqu'à sa fin. Ce n'est que de ce point de vide dans le savoir, et aussi bien d'évanouissement, de fading du sujet, que l'analyste peut, énonce Lacan, sa phrase, se faire le désir du patient, sans se confondre avec celui dont il a la charge. Ce n'est que de là que son désir peut s'engendrer comme, je cite, désir d'obtenir la différence absolue. En quoi réside le plus singulier de celui qui l'analyse? À l'inverse d'une identification collectivisante, ce désir est, je cite, complicité ouverte à la surprise. Ainsi, le désir de l'analyste donne-t-il la direction de la cure dans sa phase la plus profonde. Mais comment l'analyste peut-il se faire le tenant de ce dont il sait l'aboutissant, à savoir la destitution, la dissolution du sujet supposé savoir? Car l'analyste ne fait pas le sujet supposé savoir. Ce serait risquer là d'être dans une position de canaille. Comment peut-il alors préserver sa relation au sujet supposé savoir s'il n'est plus dupe de celui-ci?
Dupe, on peut cependant dire qu'il l'est toujours du savoir supposé de l'inconscient. Et lorsqu'un analyste met, par exemple, à enseigner à ses risques et essayer de transmettre quelques éléments de savoir à partir de son point de méconnaissance, alors il redevient analysant dans sa relation au sujet supposé savoir. Comme Laocoon l'avait fait remarquer pour lui-même à son séminaire. Quand je vous parle ici, je suis dans la position de l'analysant, pas du psychanalyste, disait-il. Aussi bien un analyste n'a-t-il pas à se tenir quitte, une fois pour toutes, envers son inconscient. Et quand il fait acte analytique, un psychanalyste, oubliant ce qu'il sait, fait encore acte de foi envers le sujet supposé savoir, en se soumettant à la règle du jeu, car ce n'est qu'à cette condition que la question de la vérité peut enfin être posée. Peut en effet être posée. Enfin, comment l'analyste peut-il engager sa présence? Il est ici dans une position paradoxale. D'une part, en effet, il, citation de Lacan, ne fait pas semblant, il ne fait pas semblant. Il, citation, ne supporte pas le semblant. Et à cet égard, Lacan, ni l'air ni la chanson du semblant ne lui conviennent. L'analyste n'a pas à prendre un ton inspiré, ni à se pousser du col, comme le formulait la mise en garde de Lacan aux jeunes analystes. Mais d'autre part, l'analyste occupe pour un analysant une place de semblant d'objet petit a, d'objet cause du désir. Comment entendre cette proposition de Lacan? Cette place de semblant d'objet A. Il faut l'entendre ici à rebours de toute intersubjectivité, plutôt comme place de personne. Aussi bien comme le nom de personne l'indique, est-ce une place de rang à tenir? Tout ça sont des citations. Car c'est la place d'où l'analysant tire sa jouissance de parole. Et c'est parce que l'analyste s'y prête que l'analysant continue à parler. Mais c'est aussi à partir de cette position occupée que l'analyste peut espérer retirer de l'analysant des énonciations qui mèneront celui-ci jusqu'à un bord, le bord extrême de sa jouissance ignorée. C'est alors de ce bord, parfois à la limite du supportable, que l'analysant en fin d'analyse saura trouver le chemin de rebroussement vers son désir et saura aussi ce qui, de sa jouissance, reste à sa charge. Là est l'enjeu du désir du psychanalyste. C'est pourquoi parfois Lacan l'a comparé à un saint, celui qui fait le déchet. À Deauville, le 8 janvier 1878, lors des assises de l'école freudienne sur la passe, il énoncera en conclusion de celle-ci, je cite, mais il faut dire que pour se constituer comme analyste, il faut être drôlement mordu. Mordu par Freud principalement, c'est-à-dire croire à cette chose absolument folle qu'on appelle l'inconscient et que j'ai essayé de traduire par le sujet supposé savoir. Alors, tout ça suppose finalement qu'un psychanalyste soit au clair avec ses relations avec ses patients. Que veut dire être au clair avec ses analysants? Cela veut dire, pour l'analyste, tel est son sort, savoir que comme objet, objet d'amour, objet sexuel, objet d'influence, objet d'intérêt, d'amitié même, il les a perdus depuis le début de l'acceptation du traitement psychanalytique. Traitement psychanalytique, c'est comme s'exprime Freud. L'analyste n'a qu'un sujet devant lui, in statu nascendi, en train de naître. Dans l'analyse, il s'agit de vérité, mais aussi d'amour, de vérité de l'amour.
l'analyste s'offre comme objet d'amour, sans permettre que cet amour se réalise, soit obtenu. C'est un obtenir l'amour qui ne s'obtient pas, comme le dit Jean Alouche dans son livre L'amour Lacan. Lacan forge cette métaphore de la bûche humide et incandescente dans la cheminée. Cette bûche, c'est le psychanalyste. Elle brûle de cet amour, mais reste humide. Elle ne doit pas s'enflammer. Elle doit rester humide, ce qui ne l'empêche nullement de se consumer, pas consommer, consumer. Je me consume d'amour pour vous, mais d'un amour inconsommable. Un amour qui délivre ainsi sa vérité narcissique ou, de l'heure, sa vérité de symptôme, à analyser précisément. Je cite Lacan, la bûche analytique ne s'enflamme pas. Enfin, ajouterons-nous, et ce n'est pas une mince affaire, à voir comment les psychanalystes se comportent entre eux, société endogamique, parfaitement anti-analytique, je veux dire qui s'oppose à ce que la psychanalyse a pu enseigner à chacun, passé sur le divan. La position du psychanalyste est aussi bien et encore, je cite Lacan, liée au sort de tous ceux qui s'appellent psychanalystes. Voilà, on en a fini pour ce désir du psychanalyste et on fait la séance numéro 8 et dernière, deuxième partie. Donc, leçon 8, suite, ou séance 8, mais suite. Mais je pense que ce détour par le désir d'analyse était nécessaire. Sinon, rien ne tient de tout ça. Suite donc, et fin. Abordons, pour finir, quelques avatars fondamentaux qui firent cependant progresser la psychanalyse. Ils tournent tous autour de l'amour de transfert, du désir. Elisabeth Roudinesco, dans son dictionnaire amoureux de la psychanalyse, Plomb Seuil 2017, parle de l'aventure de Freud, de Jung et de Sabina Spielrein, un trio infernal à propos de A Dangerous Method, le film de Cronenberg 2011. Elle dit: Cronenberg saisit ce moment particulier de l'histoire de la psychanalyse où se mêlent en une intimité commune la cure et la relation charnelle sans que l'on sache encore comment manier les règles du transfert. En 1904, Jung accueille à la clinique du Bürgersee, près de Zurich, une jeune fille folle, Sabina Spielrein, issue d'une famille de la bourgeoisie russe. Il la guérit tout en devenant son amant et son thérapeute. Il raconte cette histoire à Freud qui met fin à la cure. Tandis que, excusez-moi, tandis que lui-même se sépare de son disciple favori dans des conditions dramatiques. Maltraitée dans son enfance, Sabina Spielrein est écoutée par Jung avant de devenir elle-même psychiatre et l'une des fondatrices du mouvement freudien en Russie. Protestant et coupable du désir que suscite en lui Sabina, Jung ne parvient ni à devenir le dauphin non-juif rêvé par Freud pour diriger le mouvement psychanalytique, ni aimer vraiment Sabina, qui lui échappera pour avoir été mieux comprise par Freud. En un geste ultime, elle tentera de réconcilier les deux hommes, son amant qui l'a guéri et son maître qui a su l'accueillir comme disciple. Elle ajoutera: si Jung transgresse les règles de la cure, sous le regard lucide et désespéré de sa femme Emma, qui le voudrait plus freudien, et tout en considérant que la sexualité n'est pas la cause unique des névroses, Freud, obsédé par les causes sexuelles et furieusement matérialiste,
est aussi celui qui résiste au sexe pour en parler et le théoriser. Seule la science est à ses yeux une véritable terre promise, capable d'éloigner la psychanalyse de la marée noire de l'obscurantisme. Mais l'historienne de la psychanalyse reparle aussi de cet étonnant élève de Freud et grand clinicien que fut Sándor Ferenczi. Amoureux de sa maîtresse, dit-elle, Gisela Palos, Ferenczi n'hésite pas à la prendre en cure. Et par la suite, il fait de même avec la fille de celle-ci, Elma, dont il tombe amoureux. Se rendant compte de la situation délicate où il se met, lui, le grand technicien de la relation transférentielle, nécessaire à toute pratique de la cure, il demande à Freud d'intervenir. Le maître de Vienne le prend alors sur son divan pendant quelques séances, en même temps qu'il analyse Elma. Et il l'oblige à renoncer à la fille pour épouser la mère. Si Ferenczi eut le sentiment d'avoir été dépouillé de ses passions par un père autoritaire, il accepta néanmoins d'avoir été normalisé, entre guillemets, pour son plus grand bonheur. Ferenczi fut le premier à penser la question de la relation archaïque avec la mère, à théoriser l'ambivalence et la haine liées à l'amour, et à souligner que si l'on impose aux enfants plus d'amour ou un amour différent de celui qu'ils désirent, cela risque d'entraîner les mêmes conséquences que la privation d'amour. Ferenczi était donc un amoureux de la psychanalyse. Il l'aimait comme on aime sa mère ou comme on désire une femme. Pour l'amour de la psychanalyse, plus que pour l'amour de Freud, il la pratiquait au-delà de ce qui était raisonnable et vouait à ses patients une sorte de dévotion, cherchant sans cesse à explorer de nouvelles techniques pour la cure. C'est ainsi qu'il inventa la notion de technique active, qui consistait à intervenir dans la cure par des gestes de tendresse et d'empathie. Il alla même jusqu'à affirmer que l'analyste pouvait manifester sa tendresse par des baisers. Ferenczi confondait, dit donc Rudisco, Ferenczi confondait donc amour et transfert, c'est-à-dire ce processus constitutif de la cure psychanalytique par lequel les désirs inconscients se reportent sur le thérapeute. Et on comprend pourquoi il fallut en effet beaucoup de temps au mouvement freudien pour ne pas mélanger les genres. Il était fréquent, ajoute-t-elle, au début du XXe siècle, de confondre le transfert avec l'amour de transfert. Que vous êtes sublime, que vous êtes beau, comme vous ressemblez à ma mère, à mon père, à mon oncle, à mon idéal. Voilà les termes par lesquels un patient témoigne de l'amour qu'il porte à son analyste, lequel représente toujours un autre personnage. Soucieux de conserver l'amour de Ferenczi, Freud se plaçait toujours avec lui sur le terrain du bon sens et de l'amour du père. Dans une lettre du 13 décembre 1931, il fait voler en éclats la technique du baiser, en soulignant qu'il est impossible de donner de telles satisfactions érotiques aux analysants. Il dit: Imaginez quelle sera la conséquence de la publication de votre technique. Il n'y a pas de révolutionnaire qui ne soit surpassé par un plus radical encore. Il en viendra de plus hardis qui feront le pas supplémentaire jusqu'à montrer et regarder, et bientôt nous aurons inclus dans l'analyse tout le répertoire de la demi-virginité et des petting parties. Et il ajouta: Comme vous jouez volontiers le rôle de mère tendre envers d'autres, il faut donc que vous entendiez par la voix brutale du père le rappel que la tendance aux petits jeux sexuels avec les patientes ne vous était pas étrangère, autant pré-analytique. Mais l'amour de transfert, c'est aussi la haine déguisée en un véritable bestiaire. J'ai vu en rêve un crapaud qui ressemblait à ma mère et à mon analyste.
Et puis j'ai suivi un crocodile affublé d'un vagin qui se transformait en une figure humaine, une sorte de cyclope. Et puis le cyclope se métamorphosait en rat, en punaise, en cloporte. Et encore, je suis comme Grégor Samsa, l'insecte monstrueux de la métamorphose de Kafka. Je reçois les insultes de ma famille. Je lutte contre l'infâme balai qui veut me faire disparaître. J'aime mieux ceux qui me font souffrir et me haïssent. Il existe donc un rapport monstrueux, un amour porté par la haine, un amour de la haine elle-même, celui des jaloux, celui des meurtriers, celui des antisémites, celui des racistes, mais aussi celui de Narcisse, bourreau, bourreau de lui-même. À la grande différence de Freud, et comme de nombreuses femmes psychanalystes, Mélanie Klein, psychanalyste anglaise d'origine viennoise, slovaque et polonaise, eut une enfance difficile. Ni désirée par sa mère, tyrannique et possessive, ni soutenue par son père, elle transforma de fond en comble la doctrine freudienne de l'amour en mettant l'accent, comme son maître Ferenczi, sur la relation archaïque de l'enfant à la mère, montrant que tout sujet est habité par une sorte de haine primitive envers l'objet aimé. Elle lia l'amour à l'envie, à l'angoisse, à la gratitude et à l'idéalisation. Aussi bien explora-t-elle toutes les facettes d'un territoire fantasmatique de l'amour et de la haine, peuplé de bons et de mauvais objets, que le sujet, sa vie durant, cherche tantôt à détruire ou à endommager, et tantôt à fétichiser, comme dans un tableau de Max Ernst. Elisabeth Roudinesco parle aussi et encore ainsi de Lacan. Elle dit: personnage transgressif et libertin, Lacan était marqué par la lecture des œuvres de Sade, par son contact avec Georges Bataille et par l'enseignement de son maître en psychiatrie Gaëtan Gassian de Clérambault, fétichiste des étoffes et clinicien des délires passionnels. Et de même qu'en 1932, il avait soutenu sa thèse de médecine sur l'histoire d'une femme folle atteinte d'érotomanie, Marguerite Anzieux, à laquelle il donna le prénom d'Aimée, et de même, il aima toute sa vie la folie féminine et les figures chrétiennes de l'extase. Amoureux laïque de l'Église catholique romaine, Lacan était fasciné par l'extase de sainte Thérèse du Bernat et par Eidwige d'Anvers, ardente mystique du XIIIe siècle qui s'adressait ainsi à Dieu. Elle s'adressait ainsi à Dieu, ouvrez les guillemets. Elle dit, cette mystique: combien douce est l'habitation de l'aimé dans l'aimé, et comme il se pénètre de telle sorte que chacun ne sait plus se distinguer. Cette jouissance est commune et réciproque, bouche à bouche, cœur à cœur, corps à corps, âme à âme. Et Lacan en déduisait que l'amour supplée à l'absence du rapport sexuel. L'amour, pas mal, à l'amour qu'il portait au mystique et à l'art baroque, Lacan ajoutait un attrait pour l'homosexualité grecque, ce qui le poussait à regarder toute forme d'amour comme un acte pervers, au point d'en faire une captation inépuisable du désir de l'autre. Vous vous souvenez de ces phrases? L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Ou encore celle-ci: je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Et pour bien montrer que le désir pervers caractérise autant l'homosexualité que l'hétérosexualité, Lacan commentait ainsi l'œuvre de Marcel Proust en disant: souvenez-vous de la prodigieuse analyse de l'homosexualité qui se développe chez Proust dans le mythe d'Albertine. Peu importe que ce personnage soit féminin, excusez-moi,
Peu importe que ce personnage soit féminin, la structure de leur relation est éminemment homosexuelle, dit Lacan. En 1960, dans son célèbre commentaire du banquet de Platon, Le transfert, le séminaire livre 8, il n'hésita pas à comparer la place faite à l'homosexualité en Grèce à celle occupée par l'amour courtois dans la société médiévale. L'une et l'autre auraient acquis, selon lui, une fonction de sublimation permettant de perpétuer l'idéal d'un maître au sein d'une société sans cesse menacée par les ravages de la névrose. Autrement dit, disait-il, l'amour courtois place la femme dans une position équivalente à celle que l'amour homosexuel grec attribue au maître. En conséquence, le désir pervers présent dans ces deux formes d'amour est désigné par Lacan comme favorable à l'art, à la création, à l'invention de formes nouvelles du lien social et enfin à la possibilité du transfert dans la cure qui suppose, pour qu'un sujet existe, une relation d'amour entre un maître et un disciple, entre un analyste et un analysant. Et puisque l'amour est désir, il est aussi fondé sur le manque. Ce qu'on n'a pas, ce dont on manque, voilà les objets de l'amour. Lacan s'inspire là aussi de Socrate. L'amour est donc dans sa puissance première, et quel qu'en soit l'objet, un acte sans condition, un acte de liberté. Par certains côtés, la psychanalyse réactive les deux grands mythes de l'imaginaire amoureux, le mythe socratique, selon lequel l'amour engendre le discours amoureux, et le mythe romantique, qui permet de transformer une passion en œuvre littéraire. D'un côté donc le banquet de Platon, de l'autre le Werther de Goethe, à quoi s'ajoute l'amour mélancolique lorsque la perte et le deuil sont impossibles, et l'amour mystique. Il faut également lire ce stupéfiant dernier ouvrage d'Elisabeth Ionesco qui vient de sortir, Ah, Le divan des femmes, au Seuil, mars 2026, consacré aux premières psychanalystes de 1893 et pour nous Français jusqu'à Françoise Dolto. Jusqu'à Françoise Dolto, Maud Manoni et bien sûr quelques autres, et de savoir, de découvrir, si on ne le savait pas déjà, que l'histoire de cette communauté psychanalytique fut de l'ordre d'un véritable lupanar, où tout le monde coucha avec tout le monde, ou presque. Plusieurs générations souvent confondues à cette place, ce fut le plus souvent de l'intergénérationnel, ce qui n'empêcha nullement la transmission de la psychanalyse de s'effectuer dans cet intime immoral, diront peut-être certains ou certaines, une transmission qui se fit quand même, on serait tenté de dire bien au contraire, ou d'autant plus, même des divans au fauteuil, au creux des lits et au travers des amours hétéros et homos de toutes sortes, et les couples analysant-analystes comme analystes-analystes, maîtres et élèves, furent innombrables, même si la géographie officielle des maîtres et plus généralement l'historiographie officielle passèrent leur temps à l'ignorer, en gommant, en effaçant tout cela de l'histoire officielle du mouvement psychanalytique freudien international. Dans son ouvrage La vie avec Lacan, chez Gallimard 2016, La vie avec Lacan, Catherine Millot, qui n'écrit pas, notons-le, Ma vie avec Lacan. Elle écrit La vie avec Lacan. Avec Lacan, donc, qui fut son analysante, Catherine Millot, à partir de 1971, puis sa contrôlée, son élève, et enfin une, dois-je dire là, compagne durant plusieurs années, les dernières années de Lacan. Lacan, donc, qui s'exprime ainsi, elle s'exprime ainsi, pardon, Catherine Millot, hein,
Il fut un temps où j'avais le sentiment d'avoir saisi l'être de Lacan de l'intérieur, d'avoir comme une aperception de son rapport au monde, un accès mystérieux au lieu intime d'où émanait sa relation aux êtres et aux choses, à lui-même aussi. C'était comme si je m'étais glissé en lui. Ce sentiment de le saisir de l'intérieur allait de pair avec l'impression d'être comprise au sens d'être tout entière, incluse dans une sienne compréhension dont l'étendue me dépassait. Son esprit, sa largeur, sa profondeur, son univers mental englobait le mien comme une sphère qui en contiendrait une plus petite. J'ai découvert une idée semblable dans la lettre à Madame Tess, quand Madame Tess parle de son mari. Alors, Madame Tess, c'est donc de Paul Valéry. Le texte est La soirée avec Monsieur Tess, in Monsieur Tess, 1896. Portrait intellectuel et une sorte d'anti-héros littéraire, un être de pure lucidité, d'une exigence mentale presque inhumaine. Madame Tess, presque une ombre à côté, une présence discrète mais capitale. Voilà. Alors, j'ai découvert une idée semblable dans la lettre où Madame Test parle de son mari. Comme elle, je me sentais transparente pour Lacan, convaincue qu'il avait de moi un savoir absolu. N'avoir rien à dissimuler, nul mystère à préserver, me donnait avec lui une totale liberté. Mais pas seulement. Une part essentielle de mon être lui était remise. Il en avait la garde. J'en étais déchargé. J'ai vécu à ses côtés pendant des années dans cette légèreté. Ce transfert est à l'évidence, reconnaissons-le, de l'amour. Mais un amour sans pathos. Lisez ce livre. Cet amour n'aura pas empêché la progression dont témoigne elle-même l'autrice et dans l'avancée de son œuvre littéraire et à l'université et surtout dans le champ de la psychanalyse, elle-même alors devenue psychanalyste. Cet amour aurait-il été l'exemple d'un amour auto-limité? La franchise, le non-pathos qu'exprime Catherine Millot porte à le croire. Ce n'est donc pas inhabituel aujourd'hui de constater que le désir, l'amour et la jouissance ont envahi les cabinets des psychanalystes. Et ceci depuis toujours, mais avec des fortunes diverses. Pas toujours recommandables, pas toujours souhaitables, évidemment, mais heuristiques le plus souvent. Ils ont fait progresser la psychanalyse, sa pratique et le faire avec le transfert. Le faire avec le transfert. C'est-à-dire, en somme, l'amour. Toujours l'amour. Les détracteurs de la psychanalyse en font bien sûr encore aujourd'hui des gorges chaudes, comme s'ils étaient eux-mêmes, pour leur compte, exemptés à peu de frais de ces supposées dérives. Mais Sigmund Freud, prenant en analyse sa propre fille Anna, homosexuelle, fut aussi longtemps critiqué. À juste titre, penseront certains, détracteurs de la psychanalyse ou non. Ainsi, l'on comprend parfaitement après cette étude que la seule façon d'aller au-delà de ces écueils inévitables serait de se donner une règle du jeu, de ce jeu de l'amour et du hasard. Le jeu de l'amour et du hasard, vous savez, c'est de Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux, qu'on dit Marivaux tout simplement, 1688-1763. Le jeu de l'amour et du hasard de 1730, donc 18e siècle, une pièce en 3 actes reposant sur un double travestissement et une intrigue de quiproquo amoureux. Sylvia Dorante et Lisette et Harlequin. On rappellera donc ici qu'un jeu, c'est très sérieux. Exemple, donc, le jeu de l'amour et du hasard. À condition d'en connaître là ou les règles.
non pas seulement pour le respecter, mais plutôt pour en être pénétré. Pour le praticien de la psychanalyse, d'abord lui-même, et en espérer la transmission chez son analysant, via son manque à être à lui, le psychanalyste. Ce qui s'appelle une psychanalyse. Lesquelles règles? On les a dites au fur et à mesure de notre étude. Premièrement, comme le psychanalyste, l'amour doit s'adresser à la liberté de l'autre, ne pas aliéner la liberté d'autrui, afin tout simplement de permettre l'émergence de sa vérité, de la lui faire rencontrer. C'est d'ailleurs pourquoi, ne l'oublions pas, il est venu vous trouver. Deuxième règle, aimer selon ces règles serait ainsi de laisser l'autre à sa solitude. Rappelons-nous toujours de Donald Winnicott, The Capacity to be Alone, et bien entendu à la sienne propre. Troisièmement, l'amour, le transfert, c'est pareil. Le plus important alors à considérer, incontournable, c'est l'amour dans le réel, parce qu'il est impossible. La dimension réelle de l'amour, c'est-à-dire son impossibilité foncière, même s'il doit être noué aux deux autres, l'amour dans l'imaginaire et l'amour dans le symbolique, le noboromien du transfert, pour survivre autant que possible et sans illusion. De là provient sa source d'auto-limitation, à prendre rigoureusement en considération. Sa source d'auto-limitation s'appelle le réel. Il n'y a pas de rapport sexuel. Et que l'amour ne peut et ne pourra jamais y pallier, même s'il prétend à chaque fois. Répétition, répétition. Ni la jouissance, pas plus. La fausse voie empruntée aujourd'hui dans nos sociétés occidentalisées, c'est ce qui ne satisfait que le néolibéralisme d'un capitalisme marchand débridé et bâti pour écouler, imposer ces merveilleux semblants d'objets petit a du bonheur climatisé, confère le discours du capitaliste. Parce que c'est une jouissance sans désir, désarrimée du désir, mais aussi désarrimée de l'amour. Une impasse. Voilà où nous aura mené notre étude psychanalytique de l'amour, aborder la lumière historique de la théorie et des pratiques transférentielles au niveau de la cure, de toute cure, et qui constitue ce qu'on appelle la psychanalyse. La psychanalyse, une dangerous méthode? Oui, certainement, si elle est mal maniée. C'est la question du transfert, c'est-à-dire de l'amour qu'il déclenche, en fait révèle la chose la plus importante, entre guillemets, la grande chose de la vie, comme s'exprime Charles Baudelaire, par lequel on avait commencé. La grande chose de la vie. L'analyse s'occupe donc de la chose la plus importante de la vie, l'amour, et d'une manière telle qu'elle débouche sur une cure, mais une cure de l'amour. D'un amour cependant incurable. Et c'est bien la tâche depuis toujours de la psychanalyse. Lacan disait que la psychanalyse, entre guillemets, je cite, s'occupe de ce qui ne marche pas. Elle a donc fort à faire. Aujourd'hui encore plus qu'hier, car son premier problème n'est pas comme au temps de Freud une sexualité réprimée et donc refoulée, mais plutôt de nos jours la prolifération tout azimut de la question de la jouissance, promue et soutenue sans relâche par le discours du capitaliste. Ce qu'avait très bien compris et énoncé Lacan dès les années 70. Une jouissance sans amour est décrochée du désir. Une jouissance sans entrave, autonome, solitaire et qui est à elle-même sa propre fin.
Une jouissance qui se présente au sujet selon l'impératif du surmoi qui lui dit jouis, et c'est tout. D'où un certain malaise grandissant, un nouveau malaise dans la civilisation, dans la Kultur, terme de Freud en allemand. Sans amour, sans désir, que devient le sujet jouisseur aujourd'hui? Un pervers? Un qui dénie le « il n'y a pas de rapport sexuel » avancé par Lacan. D'où la haine de la psychanalyse et de l'organisation de toutes les actions récurrentes pour l'éliminer et la faire partout interdire. La psychanalyse dont le message ne plaît pas à ses détracteurs, à ses assassins, parce que ce message adressé au monde rappelle sans cesse que le sujet existe, qu'il ne se réduit pas au moi, qu'il est le sujet de l'inconscient et qu'il porte en lui l'increvable désir que l'on veut anéantir, car il empêche la jouissance et son monopole marchand de s'épanouir à sa guise sur la planète entière, ce qu'on appelle la globalisation. On veut supprimer la liberté de l'autre, on veut le sortir de sa solitude. La psychanalyse va contre. On veut alors anéantir la psychanalyse et supprimer, interdire à terme les psychanalystes qui s'opposent librement à cet assassinat du sujet. Alors, où en est-on aujourd'hui? On se plaint que l'amour ne fait plus recette. Certains et quelques certaines, lassés de l'amour ordinaire, l'amour à un partenaire, ce qu'on appelle traditionnellement le couple, en somme, se sont engagés dans ce qui a pu être appelé le polyamour. Mais cela semble déjà être en perte de vitesse, en perte d'intérêt. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cela existe. C'est aujourd'hui une idéologie à la mode. Mais ce ne va toujours pas mieux. C'est fatigant le polyamour. Ça se répète, ça disperse. Et très vite, on ne sait plus où donner de la tête, si on peut le dire ainsi. Ça s'embrouille très vite aussi. En fait, cela cultive plus la jouissance, l'illusion de la liberté, celle de la jouissance sans entrave, le narcissisme en somme, sans répondre sur le fond au « il n'y a pas de rapport sexuel », transformant même ce dernier en un pluriel « il n'y a pas de rapport sexuel » avec un S. Est-ce un rapport sexuel? Cela semble promettre une résolution et ne débouche de facto, de fait, que sur plus d'impasses, après épuisement des conquêtes donjuanesques ou des contrats au parfum de perversion. La diversité des partenaires rencontrés ne le sont en fait pas pour satisfaire un besoin d'amour, mais pour afficher ou s'afficher d'un tableau de chasse sur le modèle de Don Juan. Séduire et abandonner pour séduire à nouveau. Mais un corps a des limites, une journée ou une nuit aussi. Il s'agit plus de se donner l'illusion de l'amour que d'un amour véritable. L'amour est essentiellement exclusif. C'est toujours l'horizon, le fantasme, comme nous l'avons dit, de faire un. Grand U, faire un. Quand il ne l'est pas, cela arrive bien sûr, l'amoureux ou l'amoureuse aime deux personnes à la fois. C'est possible, bien entendu. Cela arrive bien d'expérience. Et il n'est pas question de dénier qu'il s'agit bien là de deux amours en parallèle, si l'on peut dire en parallèle. Mais à partir de trois, cela devient plus difficile et ce n'est peut-être plus de l'amour. On dit toujours que l'on peut à la rigueur faire deux choses à la fois, l'amour donc y compris, mais trois, on n'y arrive pas. Cela dérape ou s'épuise de routine. Aimer trois personnes ou plus, les aimer d'amour et concrètement, c'est-à-dire aussi sexuellement, cela ne se trouve pas très souvent.
Cela ne se rencontre pas, en fait, au niveau de l'amour tel que nous en avons parlé cette année dans ce séminaire. Mais cela se constate au niveau pulsionnel. Oui, bien évidemment. Mais faire l'amour de multiples fois n'a jamais été une preuve de l'amour. Ce n'est plus Don Juan ici, c'est plutôt Casanova. Mais ce n'est plus vraiment l'amour dans ce cas, c'est faire l'amour. Faire l'amour, même sans amour, surtout sans amour. Et l'amour, on le sait, on l'a vu, a toujours besoin de preuves d'amour. Et qui plus est, que ces preuves soient réitérées. Redis-moi encore que tu m'aimes. Je viens de te le dire. Redis-le-moi encore. Encore. Encore, c'est le vrai nom de l'amour. Encore, c'est le vrai nom de l'amour. Cette recherche de la jouissance sans entrave, prise pour l'exercice de sa liberté la plus pure, la plus pire pour un sujet, n'a plus besoin de l'amour, lequel était pourtant là pour pallier le il n'y a pas de rapport sexuel. Mais elle n'a plus besoin non plus du désir, qui se ressource toujours à partir du manque de l'objet chez le sujet. Car le sujet ne manque plus, ou plutôt il n'a plus le temps de manquer. Le néolibéralisme pourvoit constamment à tous les objets, les semblants d'objets de jouissance dont il est censé avoir besoin. Son smartphone et ChatGPT y satisfont. Les réseaux sociaux font le reste, tout au long de la journée et de la nuit. L'explosion de la pornographie constatée aujourd'hui n'existe pas pour rien. Hommes, femmes, adolescents de plus en plus jeunes, personnes âgées, le public s'élargit. Il y en a pour tous les goûts. La vie quotidienne devient masturbatoire et orgasmique, à chaque instant en un clic. Pourquoi dès lors tenter de rencontrer l'autre? Et il se demande bien pourquoi faire. Le sexe robot, le robot sexuel, lui, elle, ne fera pas tant d'histoire compliquée d'amour à se prendre la tête. L'amour, il ne se présente plus alors que comme une pénible source d'histoires inutiles, de perte de temps dans des discussions de prise de tête sans fin. Le sujet n'a plus le temps d'attendre son bonheur masturbatoire. Il le veut maintenant, tout de suite. Masturbatoire, oui, mais définitivement sans désir et sans amour possible. Merci. Bon. Bon, merci beaucoup. Euh, de ce que je comprends à la fin, moi, c'est qu'effectivement, on rentre dans un monde qui est dans le déni de il n'y a pas de rapport sexuel, donc il faut le forcer en permanence. Et que l'analyste n'est pas n'importe quelle place dans la société. Ça a toujours été, mais ça devient une place politique. C'est parce que ça devient une place politique qu'on veut l'éliminer, à mon avis. C'est pas parce que c'est une place parmi les thérapeutiques. C'est pas simplement ça. C'est parce que c'est une place politique. On empêche les néolibéralistes de tourner sur lui-même. Comme vous le savez, le discours du capitaliste, ça tourne sur lui-même. C'est sans fin. Et nous, on met du sable dans le rouage. Donc, la psychanalyse s'occupe bien de l'amour. Ouais. Oui, et vous décrivez un monde qui rentre dans un monde sans amour, comme jamais.
Oui, absolument. Le monde de Mm. la jouissance, sans entrave, oui. Même plus besoin de désir, plus besoin d'amour, évidemment, mais même plus besoin de désirer. On lui fournit les objets. Et de plus en plus, vous n'avez pas le temps vous avez pas le temps de vous lasser de votre smartphone. Vous avez déjà le suivant l'année d'après. Faut pas que ça retombe, faut pas que ça débande, quoi. Faut pas que ça retombe, faut que ça jouisse tout le temps. Et ça n'existe pas un monde de jouissance totale. Et puis un monde sans Merci. amour, sans désir, c'est triste. C'est plus un monde humain, c'est un monde mécanique, comme la masturbation. C'est un monde masturbatoire. Et les amants qui sont en visio et qui disent qu'ils font l'amour, mais quand vous leur demandez l'explication, ils vous disent non, non, enfin, on est en visio, mais on se masturbe chacun en même temps, quoi. Ah oui, ils appellent ça faire l'amour. Bon, ah oui, mais vous comprenez, hein, on est à 1000 kilomètres de distance. Ah bon, bah alors voilà, excusez-moi, hein. Et là, on fait des séminaires en visio. J'aime mieux en réel aussi, cela dit. Mais, mais en fait, par rapport à ça, je pensais, parce que vraiment, je vois autour de moi enfin, j'ai quand même 50 ans et j'en reviens pas autour de moi, même des personnes ouais, de 40 ans, comment ça s'est généralisé et comment c'est aussi comment ça se dit alors facilement. Alors moi je suis hyper choquée encore à 50 ans. C'est pratique de ouais de robots réels. C'est-à-dire que tout le monde parle sans arrêt des sextoys, de comment ça vibre, de machin. Et je me dis mais je suis vraiment une vieille peau en fait parce que je vois des plus jeunes que moi bah, dans les domaines où je travaille, dans le social. Et je me dis mais c'est devenu enfin ouais j'ai l'impression d'être enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que ça vient de la sexualité robot, où j'ai des collègues qui me disent, ah mais non, moi c'est bon, j'ai plus de mec, je, je- ça me va très bien, puis c'est vachement mieux, tu sais, c'est comme si, c'est comme ça, tu devrais essayer, quoi. Et bon, ça me rassure de plus d'être avec vous quand même, parce que je me dis, mais merde, je suis vraiment plus normale, en fait, là. Enfin, la norme d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais vraiment, ça devient vraiment du robot, ouais. Et c'est complètement enfin, c'est très facile de le dire, c'est normal pour tout le monde. Mm. Je trouve que je me demande même si c'est pas pire que des pratiques à distance de masturbation à deux, en fait. Je trouve le côté sex toys, en fait, à la limite. Qu'est-ce qui est mieux? J'en sais rien, mais ça me choque presque plus que des personnes qui sont loin, parce que Oui, peut-être qu'à l'époque, les gens s'envoyaient des lettres, enfin, et se masturbaient aussi sur les lettres de leurs bien sûr. amantes et amants. Et bon, bah aujourd'hui, il y a cette interface, les gens sont loin et ça passe pas par un courrier. Bon, c'est joli en courrier, c'est joli l'écriture, je trouve ça plus chouette aussi. Mais je trouve peut-être ça me paraît moins grave que cette histoire de personnes qui disent non, mais moi, j'ai pas besoin de mec. Et là, maintenant, si tu voyais les nouveaux sex toys qui vibrent, qui te font ci, qui te font ça, parce que là, c'est vraiment la solitude. Il n'y a même pas une personne qui est loin, en fait. Enfin bon, c'est triste. Sex-robot ou sex-bot, comme on parle de pied-bot aussi, hein. C'est quoi? C'est beau, c'est Le quoi ça? pied-bot. C'est beau. Ouais, le pied-bot, oui. J'ai associé. Alors, vous voyez, on est parti de cette histoire poétique de l'amour. Baudelaire et tous les personnages mythiques, mythologiques ou réels ou littéraires. Et puis, on aboutit quand même à quelque chose d'extrêmement fort, je trouve, de la société d'aujourd'hui. On ne fait pas de la littérature, comme disent les gens, Mm. de la poésie, voilà. Voilà. C'est pas parce que c'est pas scientifique, la psychanalyse, que ça ne parle pas des choses essentielles, essentielles de l'humain, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est une dimension très politique.
Si on disparaît avec l'amour et le désir. Bon, c'est de bonne compagnie, mais c'est triste pour les autres. Mais en même temps, Edgar Morin qui vient de décéder, bon, du coup, il était à la grande librairie, enfin, il repassait la grande librairie hier. Voilà, cette question de l'humain, elle continue elle va revenir parce que là, ça se termine pas très positivement votre séminaire, mais et je suis assez aussi pessimiste. On n'est pas dans la plus belle période de l'histoire, c'est sûr, mais ça reviendra parce qu'il y a un désir de relation. Et habitant dans la campagne, je vois que oui, il y a des petits centres sociaux, qu'il y a des choses qui se réinventent autour de la terre, j'essaye de me remonter le moral là, autour de la terre, de recherche de liens plus sains, de recherche de retrouver quelque chose de plus vrai, il y a quand même, il faut se dire qu'il y a cette recherche. Enfin, de toute façon, c'est dialectique, ça reviendra, quoi. C'est obligé. Même si là, le capitalisme est quand même, ouais, essaye de nous engloutir au maximum, quoi. Par le bas, il y a des choses, c'est sûr, des choses en germe. Ça peut pas être autrement. Parce que l'humain échappe à cette horreur-là de robot. C'est pas ça qu'il cherche. Et il- de toute façon, ça revient. Ça reviendra autrement. C'est obligé. C'est pas- Oui, ça dépend jusqu'à quel point de la catastrophe on doit aller, quoi. Ça fait penser à la Seconde Guerre mondiale, quoi, hein. Ah, mais je On est suis quand même, d'accord. Franchement, je voilà. suis complètement d'accord. Et c'est juste que parce que je suis déprimée vraiment de voir vraiment. Non, mais je me dis, c'est pas possible. Donc là, je fais juste l'avocat, enfin, pas l'avocat du diable, mais le gardien du désir, ou j'en sais rien, de dire non, c'est pas possible. Parce que je vois quand même que dans le réel de ma petite vie à côté, les gens se réunissent autrement, essayent de se voir autrement. Mais bien sûr que là, on est en plein dégât. C'est sûr que ça va mal finir. Et un jour, il y aura trou et qui reviendra. De toute façon, c'est quand on touche le. Il n'y a pas de fond, donc à un moment donné, il y a trou, quoi. Et de là, le vivant ressurgit, quoi. C'est pas possible. Avec son désir vous croyez pas? Je- oui, je peux vous faire une confidence. J'ai connu Edgar Morin parce que j'ai fait partie du CNRS à l'époque. J'ai connu Edgar Morin. J'ai même travaillé un peu avec lui dans son bureau. C'était au CNRS. Il faisait partie du CNRS, mais son bureau était au Collège de France. C'était effectivement un être un peu exceptionnel. Il a vécu extrêmement longtemps puisqu'il vient de décéder. Mais ce genre d'être et d'intellectuel, c'était juste au moment où il commençait à construire son œuvre sur la complexité. Est-ce qu'on en trouve aujourd'hui comme ça? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, mais je suis désespérée aussi de ça. Je me dis, merde, c'est vraiment une grosse page de l'histoire qui se tourne avec cet homme-là aussi. Comme si Michel Serres, il avait ce côté-là aussi de passerelle entre. Mais Morin, c'était. Il n'avait pas fait d'analyse, Morin. Non, mais il a Il une n'a pas vie. fait d'analyse. Bon, il a travaillé sur. Enfin, j'ai quelques bouquins de lui, mais il a pas fait de psychanalyse. C'est de lui-même qu'il a pu émerger jusque-là comme ça. Il a côtoyé quand même les analystes et les philosophes très longtemps. Il a fait partie du Parti communiste à un certain moment, puis ensuite il a été un grand résistant, hein, il ne faut pas l'oublier, Oui, ça va. résistant. Et puis bon, il a construit quand même une œuvre sur la complexité dont on ne parle plus maintenant, mais c'était un moment très La important, méthode. hein. La méthode. C'était Comment? ça, c'était la méthode. Et C'est ça. la méthode, etc. Oui, oui. Non, c'était un intellectuel extrêmement important. Il laisse vraiment la place vide. Mm. C'est un Bah, c'est bien, sociologue. c'est une place vide. Ça doit faire un trou. Oui, 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 mais Mais c'est de toute façon, la psychanalyse, c'est de fait une résistance. De toute façon, la psychanalyse, c'est de fait une résistance à la base à soi-même et au monde, quoi. Enfin, une résistance. Il faut qu'il reste quelques résistants, hein, ou qui s'engagent dans la résistance. s'épuise. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il en reste quelques-uns pour qui la psychanalyse, quelque part, ça veut dire quelque chose d'exceptionnel. Même si on devient psychologue, même si on devient psychiatre, il n'y a aucun problème à devenir psychologue ou psychiatre. Mais il faut rencontrer que la psychanalyse, c'est autre chose. Voilà, il faut faire un choix à un certain moment. Mais il y en a qui continuent à le rencontrer, même si c'est difficile. Il y en a qui continuent à le rencontrer. Mais je Vous êtes n'en doute sûr? pas.
sais pas ce qu'il en sortira, mais... Je parlais sur un site, parce que c'est le quartier, je peux vous dire, ça s'appelle Nextdoor, ça parle des quartiers. Et puis, j'ai parlé de psychanalyse. Ben, je me suis fait interdire, bloquer, sortir. Parce qu'on m'a dit, il y a des gens qui parlent de tout, hein, qui font des massages, qui font des ongleries, là, des trucs comme ça. J'ai parlé de psychanalyse. Bon, j'ai pas caché que je l'étais, mais j'ai pas fait de publicité. Je me suis fait interdire. On m'a dit, vous faites votre publicité, c'est interdit ici. Ça fait pas partie de votre éthique, et c'est interdit de votre morale, je sais pas quoi. Voilà, je suis bloqué, je suis interdit. C'est la première fois qu'on m'interdit sur un truc. Vous voyez la grande liberté des réseaux sociaux. Je suis interdit dans mon quartier. Voilà, je suis interdit sur ce réseau. Je le cite, hein, ça s'appelle Nextdoor. Voilà. Je suis blacklisté parce que j'ai prononcé le mot psychanalyse. Le signifiant, vous voyez, le signifiant déclenche la haine. C'est un signifiant, c'est pas ma personne. On me connaît pas. C'est le signifiant. Faut pas prononcer le signifiant. Alors, si j'avais dit psychiatre, si j'avais dit psychologue, si j'avais dit psychothérapeute, si j'avais dit que je faisais des massages tantriques, plus ou moins érotiques, ça passe très bien là. Hmm. Psychanalyste, ah, voilà, fini, bloqué. Je n'ai même pas un tribunal pour me défendre, c'est fini. Vous êtes blacklisté, c'est fini. On bloque votre site, on bloque votre nom. Bon, ça va certainement se reproduire. C'est carrément de la censure à ce niveau-là. Ça rappelle quelques heures sombres quand même. Pardon, ça rappelle quoi? Quelques heures sombres en Ah, termes bah, de absolument. censure, parce que ça s'appelle de la censure. On est au seuil de ça, je vous le dis, pas pour être pessimiste et pas pour faire le malheureux, mais on est au seuil de ça. Quand on a prononcé le mot barbarie, c'est pas pour rien. On est au Hmm. seuil de ça. Ça, Ah ça oui, se c'est sûr. fait, ça se fait lentement, progressivement, mais on est au seuil de ça. C'était 1933, hein, et puis 100 ans plus tard, c'est la même, hein, Voilà. c'est certain. Freud disait, ses détracteurs des années 20, 30, il disait si on avait été au Moyen Âge, on m'aurait brûlé sur un bûcher. Mhm. Bon, il ne savait pas quelques années après, c'était les camps de concentration, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. Oui, toutes les sœurs de Freud y sont passées, hein. Dans la Constitution, me disait mon analyste à un moment donné, là si on m'entend, dans la Ouais. Constitution, mon analyste me disait, on a le droit du choix de son propre soin. Voilà, la méthode qu'on va utiliser comme soin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les ARS, que je dis ARSSS, moi, en fait, justement, ça fait un moment que je dis au boulot, mais ARSSS, quoi, parce que de toute façon, c'est interdit, il est interdit avec, ben, par exemple, l'autiste de travailler avec la psychanalyse, C'est notamment, l'HAS, hein, plus souvent. HAS. comment? HAS, précisément. C'est la C'est les HAS. ARS. Mais c'est Oui. les ARS qui interdisent le truc, puisque, enfin, non? Pourquoi vous dites HAS? Parce que la dérecommandation de la psychanalyse, c'est la HAS. Oui, mais c'est par les ARS aussi que ça passe, Que c'est appliqué, oui. l'interdiction. Que c'est appliqué, oui. C'est ça que je veux Oui. dire par rapport à, par exemple, la clinique Laborde, par Hmm. rapport à Chennai aujourd'hui, enfin, Oui, qui est c'est la aussi. RS, c'est les ARS qui font fermer les endroits, oui, absolument. Et nous, comme moi, enfin, je Hmm. dis nous, parce que je travaille dans le social, c'est vraiment les ARS qui nous ennuient avec ça Hmm. et qui viennent dire non, non, mais de toute façon, méthode ABA. Enfin voilà, j'ai des copains qui travaillent avec des autres. Enfin, c'est interdit, clairement. Et j'avais travaillé, moi, avec des autistes, en fait, des polyhandicapés, autistes, à cette époque-là. Et bien, à cette époque-là, c'est rien du tout, c'est il y a 15 ans. Et ben en fait, on était encore avec des personnes qui travaillaient avec des psychanalystes qui nous faisaient de la PP, etc. Aujourd'hui, ces méthodes ABA, c'est interdit, c'est par les ARS, enfin, pour en tout cas ce qui est du social. Hmm. C'est... HASSS, ça marche aussi, hein. Oui, Ouais, ça c'est marche très pareil, bien. c'est même Bah courant. oui. Oui, c'est sûr que c'est grave, hein. Je- Oui, dans les années 20, oui, après la guerre, oui, déjà le début des années 20, ça n'a fait que monter progressivement.
Jusqu'en 33, c'est en 33 Hitler, hein. Mais c'est déjà Hmm. 23 Mussolini. Mhm. Donc les années 20 et 30 jusqu'à l'explosion terminale 39, voilà, ça monte progressivement. Regardez par exemple qu'est-ce qui s'est passé là, les histoires avec cette petite fille assassinée, là, violée, assassinée avec une justice complètement à côté de la plaque. Voilà. Résultat, plus dimanche dernier, là, les gosses des banlieues qui foutent à feu à sang. Résultat, 6 points de plus pour Bardella, 6 points de plus, 5 points de plus pour Marine Le Pen. Voilà, Mhm. Ouais. on y va. Je ne fais pas de politique quand je vous dis ça, je ne dis pas pour qui je vote, mais je vous dis que ça, voilà, c'est ce qu'on peut constater. 6 points de plus en un week-end. Mhm. Alors on résiste, oui, il y a des résistants, oui, mais nous sommes une bande de résistants, les psychanalystes. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas faire de la psychologie, il ne faut pas faire de la psychiatrie. En tous les cas, pas que. Il faut aussi tenir bon sur la psychanalyse, tenir bon de différentes manières. Vous, dans le social, par exemple, ou quand on est médecin psychiatre du côté psychiatrique et hospitalier, quand on est psychologue clinicienne dans son cabinet ou même dans une institution ou dans une association, il faut tenir bon cette dimension psychanalytique. C'est nous qui en sommes dépositaires, il n'y a pas d'autres. Nous et les analysants, il n'y a pas d'autres. C'est ça la communauté analytique, c'est les psychanalystes et les psychanalysants. Et les psychanalysés, bien sûr, mais qui sont souvent devenus psychanalystes. C'est ça, psychanalysants, psychanalysés, psychanalystes, voilà, voilà les résistants. Parce on a rencontré quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire de ce matin dans une réunion de médecins, justement, à l'hôpital, sur cette question peut-être de la chute de la psychanalyse et de la montée de la violence. Ça parlait des contentions, parce que Stéphanie Rist, la ministre, a annoncé la fin des contentions en 2030, là. Et donc, il y a une psychiatre d'un peu plus de, ouais, bientôt 70 ans qui a pris la parole et qui a dit que quand elle est arrivée dans l'unité pour ados où se pratiquent les contentions depuis quelques années avec une planche en bois et des lanières, elle avait été sidérée parce que de toute la carrière n'avait jamais vu de contention nulle part. Et elle a cité le service du docteur Bourguignon. Ah oui, Eh oui, et elle a dit que là-bas c'était inimaginable, inenvisageable. J'ai vraiment eu envie de dire, ah oui, un psychanalyste, mais je me suis abstenu. Mais voilà, pour dire qu'elle a cité ce nom-là et que c'était bien une autre époque, une époque où il y avait beaucoup moins de contention, beaucoup moins de neuroleptiques, beaucoup moins tout. moi j'ai apprécié Bourguignon, de la façon, il faisait partie de mon jury de thèse de doctorat, du côté psychiatrique. C'était un homme formidable. Il roulait à 200 à l'heure hein, avec sa vieille. Il achetait toujours des vieilles DS et puis il roulait comme ça. Ouais, il rentrait à Sainte-Anne comme Lacan rentrait à Sainte-Anne aussi hein, avec sa décapotable jaune américaine. Mais Bourguignon, c'est celui qui avait un empire puisqu'il a accueilli Maud Madony qui n'était ni médecin ni psy au départ. Il accueillit Bonneuil sur son territoire. Et donc, je l'ai côtoyé parce il était membre de mon jury de thèse pour cette dimension de la psychiatrie, mais, euh, mais c'était un homme admirable et sympathique, alors qu'il n'était pas lacanien. Il accueillit Maud Manoni, qui était lacanienne jusqu'au bout des ongles, alors qu'il n'était pas lacanien. Il y avait une ouverture, si vous voulez, à ce moment-là, qu'on ne retrouve plus maintenant. Oui, parce que la chef de service qui a repris son service, c'est marrant comme histoire. C'est Marion Le Boyer, celle qui a écrit La psychiatrie, l'état d'urgence, qui fait partie de Fondamental. Enfin, c'est la nouvelle psychiatrie qui dévaste tout et c'est sur le service du docteur Bourguignon. Voilà. Il n'y a plus que le bâtiment qui s'appelle maintenant de son nom. Il n'y a que Ouais. le bâtiment qui conserve le nom. Mais plus personne ne sait qu'il y avait un rapport avec la psychanalyse, hein. Service Bourguignon, Mm. à Créteil, c'est tout ce qui reste. Alors, j'ai bossé à un moment donné dans un service de pédopsychiatrie, pas très longtemps, à côté de Valence, qui s'appelait Dolto, et où c'était en train de dégénérer complètement. Et je me disais, peut-être que les nouveaux qui arrivent, ils se disent,
que c'est DOLTO, que c'est un acronyme en fait. Et ça me faisait vraiment de la peine. J'en arrivais à me dire ça, je me disais oui, ils étaient là, Dolto bonjour, ils doivent croire que c'est un acronyme. Et c'est vrai que je vois des éducateurs, mais je leur en veux pas, qui arrivent, qui savent pas qui est Dolto. Mais là, je me disais, mais merde, quoi. Et on est en train de faire n'importe quoi. Bon, je suis restée que 9 mois là-bas, je suis partie parce que c'est pas possible de, justement sur les contentions et dans ce même hôpital psychiatrique aujourd'hui, les adultes. Donc, quand j'y travaillais il y a quelques années, c'était des noms de peintres, en fait, les services. C'est devenu des numéros. Parce que comme je travaille encore avec des personnes qui, des fois, sont psychiatrisées, qui vont là-bas, et ben, en 5 ans, c'est devenu, c'est plus, voilà, il y avait le service Marie-Laurence, hein, il y avait des choses comme ça. Et maintenant, c'est M3, enfin, c'est juste ça, c'est terrible, en fait. C'est du côté du chiffre, quoi, C'est du digitalisé. code. C'est Est-ce que je peux intervenir? Bah, bien sûr, prenez la Alors, parce que j'ai pas l'habitude, donc je sais pas trop comment on fait. Je voulais parole. revenir par rapport à ce que vous avez dit au long de votre exposé par rapport à la clinique. Il me semble, mais j'ai peut-être pas tout bien écouté, que vous n'avez pas employé le mot manque ce soir. Ah, si. Si. Ah, pardon. Alors, bon, ça tombe un peu à l'eau du coup ce que je voulais dire, Mais mais non. Que euh, voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire c'est que parmi les patients qui, pour du moins ceux qui consultent, mais il me semble qu'ils viennent parler de ces pratiques addictives, de consommation addictive au sexe, etc., avec le multi-amour, ils en viennent à dire parfois à un moment donné, ça m'évite d'être déçu par rapport à une vraie relation. Donc je trouve quand même que parfois il y a une ouverture par rapport au manque et à la déception. Voilà, c'était tout, hein. Oui, oui, d'accord, oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je sais pas. Je vois plus Bernard. Il n'est pas là, Bernard? Il a dû être happé par ses petits-enfants et garder ses petits-enfants en même temps. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, il est parti, hein. En tout cas, c'est enregistré, hein, et puis, Mm. je vais vous envoyer les notes écrites aussi. Ah, merci de m'avoir accompagné dans cette année sur l'amour. Mm. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose, ou Bah oui. un petit peu quand même. Oui. Votre fin sur la jouissance complètement dés- Et euh, détachée de l'amour Oui. et du désir, ça m'a fait penser à un film de Lars von Trier qui s'appelle Nymphomaniac. Nymphomaniaque? Oui, Oui, j'avais vu le titre, mais je ne connaissais pas le film. Oui, oui. oui, bah bon, ça m'y a fait penser parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça d'assez effrayant où oui, où c'est une jouissance sans limite et on sent que ça mène à la mort, quoi. Mm. Par contre, je suis d'une génération du film japonais. Comment s'appelait-il là? Où ils Oui, font, ah oui, l'Empire des Sens. voilà, non, l'obsolescence. Voilà. Mm. Un très, très bon film, hein, qui était déjà précurseur de ça. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est la mort, quoi. C'est la pulsion de mort, en fin de compte, hein. Ah oui, Ouais. la pulsion, c'est la pulsion de mort derrière tout. Hein, c'est ce que Lacan montre aussi. La pulsion de mort de Freud, c'est la pulsion, mais c'est la pulsion de mort. Quand on la pousse, voilà. Mais Lacan, il l'avait dit de toute façon. Enfin, je veux dire, c'était un super visionnaire. Bon, là, c'est plus facile de s'en rendre compte aujourd'hui qu'à son époque, mais il l'avait dit que Auschwitz, c'était en fait un apéro quasiment, quoi, par rapport à ce qui nous attendait, étant donné les moyens techniques qui allaient arriver exponentiels. Et que je crois qu'il avait dit que quelque chose autour du camp, justement, qu'une fois que. C'est les camps qui veulent, là, en fait. On est dans un camp géant, en fait, quoi, où il faut jouir, 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 tourisme de partout, aller voir et faire sa photo à côté de. C'est marrant parce que il y a quelques années, j'étais à Dachau
Et du coup, comme on parlait d'écran et que vous parlez des photos, je voyais les gens faire des selfies à côté des fours crématoires. Ouais. Mm. Ouais, ça, ça avait pas l'air de poser des questions à personne. Quand même, c'était quelque chose de voir ça. Mm. On est en train de photographier notre fin de civilisation avec toutes ces horreurs qui deviennent objets de, ouais, à les photographier à Dachau. Ouais. Pas baisser les bras, Mm. mais il faut faire quelque chose. Les analystes doivent faire quelque chose. Joseph Roussel, quand même, enfin, il dit un truc assez intéressant, Joseph, là-dessus, hein, sur la position de Joseph Roussel, qui parle de la position de l'analyste du côté du, bah, justement du féminin, en fait. Et il prenait comme exemple Maître Ueshiba, qui est un maître Aïkido ou je sais plus quoi, enfin, enfin, bref, d'art martial, de la résistance au point zéro. Et je trouve ça assez intéressant. Et je trouve qu'il l'incarne assez bien, d'ailleurs, Joseph, cette position-là, de résistance au point zéro, en fait. Moi, des fois, je me dis que je suis une infiltrée dans le social, en fait. Je suis une infiltrée dans le social. J'ai un peu l'impression, en fait, justement parce que psychanalyse, là, enfin, encore que là, dans la boîte où je suis, ils arrivent encore à entendre, mais il y a des endroits où c'est pas dissible de travailler avec une clinique qui soit un peu orientée. Et effectivement, ça me fait penser, je suis désolée, c'est horrible, mais à Schindler, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est obligé de se fondre dans le truc pour pouvoir faire quelque chose. Oui. Donc, c'est une résistance de l'intérieur. Bah, du coup, ouais, c'est encore plus dur, quoi. Enfin, pas pour tout le monde, puisque cette résistance au point zéro de Maître Ueshiba, c'est justement d'utiliser la force de l'autre. Parce que c'est ça, en fait, la résistance au point zéro au départ de Maître Ueshiba dans les arts martiaux. Et que c'est l'autre qui va épuiser sa pulsion, comme dans l'analyse, quoi, finalement. J'avais fait un peu de judo, mais on m'avait expliqué que c'est aussi utiliser l'énergie, la force de l'autre. Oui. Voilà, mais comme la position de l'analyse, je pense que c'est un peu ça, d'être dans cette position où c'est l'autre qui, petit à petit, à force d'épuiser sa jouissance, là. Mais Bah, oui, il disait qu'aujourd'hui, il fallait surtout rien brandir et mais à la fin, comme l'a évoqué Madame Codet, à la fin d'une analyse lacanienne, en tous les cas, l'analysant doit pouvoir rencontrer le manque à être de l'analyste. Mm. Que c'est un pauvre type, comme disait Alouche par exemple, que l'analyste est un pauvre type, quoi. Mais il a une action, il a une fonction. Il n'est pas supérieur aux autres, c'est pas un maître. Il ne faut pas, surtout pas qu'il fasse le maître. Mais c'est un pauvre type qui est un sacré levier dans la société s'il fait bien son boulot. Du genre, oui, moi aussi j'ai un manque à être, malgré l'analyse, oui, c'est in fine, oui, chacun rencontre qu'il y a un manque à être, c'est comme ça qu'on est humain, et pas un robot. On a une tâche immense. Enfin, moi, je suis un petit peu à un bout de la vie, mais on a une tâche immense, surtout pour les plus jeunes générations. Sinon, bah voilà, sinon, ça en sera fini, quoi. Puisque le fascisme semble recommencer, ils adorent ça, les gens, les peuples adorent ça, ils veulent un maître, ils veulent en baver, ils veulent jouir, quoi. Ils veulent jouir d'être esclaves ou ils veulent jouir d'être maître. Il n'y a pas de tierce position. L'analyse, c'est une tierce position. Ni maître ni esclave. Hmm. Mm. Et c'est finalement plus ce manque à être qui est à revendiquer, défendre, parce que c'est ce qui s'oppose directement à cette absence de manque avec toute cette société robotisée où finalement on annule le manque. Il y a toujours une réponse à tout, tout le temps. Euh, il y a toujours des objets, toujours nouveaux. Donc finalement, ce qu'on cultive en analyse, c'est ce manque à être, même cette rencontre de deux manques à être Oui, dans le travail analytique. tout à C'est fait. au-delà du signifiant psychanalyse
qui pose de plus en plus questions et qui est stigmatisé et stigmatisant. Oui. Donc il y a peut-être un petit pas de côté à faire pour effectivement défendre ce manque à être et l'importance que ça peut avoir par opposition à cette jouissance sans limite, ce discours de capitaliste qui tourne à vide en permanence. C'est peut-être par le manque à être qu'on peut jeter une poignée de sable dans le circuit infernal du discours capitaliste. Et du coup, c'est en l'incarnant, quoi. Absolument. Absolument. Oui. Oui, on voit bien que cette société marchande qui produit des objets fait tout pour faire croire qu'il n'y a pas de manque à être. Mais elle ne l'annule pas, elle le recouvre, Oui, elle le maquille, elle l'habille. oui. Donc réussir à montrer qu'il n'y a d'humanité que du manque à être, que c'est ça qui fait tenir, en fait. Je pense que c'est peut-être une piste à explorer, à développer, plutôt qu'effectivement de s'épuiser à essayer de redorer le blason du signifiant psychanalyse, pas de la psychanalyse, mais du signifiant. Je crois qu'on va s'épuiser et donner peut-être à nos détracteurs des armes pour nous, j'allais dire nous taper dessus, c'est même pas nous taper dessus, c'est Et nous ils sont détruire. plus forts. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont plus forts. Ils sont soutenus par les ARSSS, HASSS et tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a peut-être intérêt à modifier un petit peu notre discours. On fuit ce qui est fini, on veut de l'infini. Mais quand Poutine rencontre Xi Jinping, de quoi paraît-il, ils auraient parlé tous les deux de leur recette à l'un et l'autre pour vivre 150 ans. Ce désir d'éternité. Ouais, là aussi, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de mort. Là, on essaie de l'annuler, en tous les cas, on essaie de l'absorber, de l'annuler, oui. C'est en quoi ils ne sont pas vraiment enviables. Ah, Non, mais ils ne le savent pas. hum, il est là le problème. Hmm. Et c'est vrai en face avec des gens comme Elon Musk ou un autre fou furieux qui se fait injecter le plasma de son fils pour, j'en ai Oui, oublié le nom, oui, euh, oui. euh, Je à vois grand bien, oui. renfort de milliards. Transhumaniste. Voilà, donc Hmm. L'homme augmenté. on est loin, très 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 loin du manque à être. Il faut développer l'homme manquant. Oui. Ouais, mais Bon, si on voit en fait ce qui se passe avec des humoristes, parce que comme les choses arrivent aussi par là, par l'humour, il y a un petit changement dans certaines formes d'humour, parce que je pense à Blanche Gardin, je sais pas si vous la connaissez. Ouais, elle a peut-être dit des choses déconnantes je sais pas exactement ce qui s'est passé. Oui, mais sur la question de la mort, elle parle exactement comme Lacan. Vous l'avez pas vu la blague sur la mort? Elle dit la même chose que Lacan avec sa manière de le dire. Ah non, il faut garder la mort. Imaginez, en plus, si vous voulez. Bon, elle part dans quelque chose d'un peu cynique. Après, si vous voulez vous suicider, bon, bah, si c'est la vie éternelle, si enfin, vous la tapez pour l'éternité. C'est impossible enfin, elle dit des choses comme ça, que c'est quand même bien de garder l'idée de la mort comment elle en s'appelle? repartant sur Comment elle s'appelle? Blanche Gardin. Blanche Gardin. Il y a eu une polémique avec Hordwiller au sujet de Gaza, mais je suis pas sûre qu'elle ait été bien comprise là-dessus, Blanche Gardin, quand même. Après, j'ai pas suivi de super près. Elle réinterroge aussi le féminisme excessif, tout en étant très crue. Elle réinterroge quand même ce féminisme-là. Alors, elle l'amène d'une manière crue, d'une manière bon, qui peut plaire ou pas, mais Mais qui tenait un peu notre position, enfin, de ce côté-là avant, c'était les religieux, c'était la religion, quoi. Bon, mais tout le monde s'en fout maintenant. Mais ça a été aussi après les philosophes, laïcs. Mais maintenant, comme personne ne lit plus rien, bah oui. et voilà, il n'y a plus personne qui tient cette position de dire qu'il y a du manque, quoi. Voilà. Certainement pas nos politiques et nos journalistes et nos réseaux sociaux.
Bon, mes chers amis, ainsi se termine le séminaire sur l'amour. Il reste à vous remercier très sincèrement de m'avoir supporté, pour ceux qui seraient toujours restés là. Nous aussi, on te remercie. Merci, merci tout le monde. Et donc, vous pourrez trouver les notes et l'enregistrement sonore et les notes écrites dans quelques jours au bureau de l'école. Hmm. Voilà. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Merci, au Merci. revoir. Merci beaucoup. Merci Merci. Au revoir. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. Au revoir, Merci bonne beaucoup, nuit. bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.